une refonte peut avoir beaucoup de répercussions. Des erreurs 404, des liens brisés. Ce que j'ai déjà vu, des clients venaient vers nous. Là, le site est super beau, mais il ne sort plus sur Google. C'est quoi le besoin profond derrière la refonte? Est-ce que c'est juste une amélioration visuelle ou vraiment il y a autre chose? Il faut procéder de ce côté-là aussi. Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite et on est en direct avec Patricia Filiatro, aujourd'hui présidente et fondatrice de PF Communication, spécialisée en création de sites web performants. On va d'ailleurs discuter ensemble des erreurs à ne pas faire quand on fait la migration de son site Internet. Mais avant toute chose, Patricia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et Patricia, peut-être pour situer les gens qui nous écoutent, est-ce qu'en quelques secondes, tu pourrais bien expliquer ce que vous faites chez PF Communication au quotidien pour que les gens qui nous écoutent, peut-être s'ils ont besoin de vos services, soient capables de faire appel aux collaborateurs de votre entreprise? Ben oui, absolument. Donc, PF Communication, depuis 10 ans, on accompagne les entreprises, surtout dans le domaine du service, mais on a aussi l'institutionnel, gouvernemental, on en a aussi dans le commerce en ligne, mais principalement service. Donc, on les accompagne dans la création de leur site web, soit un tout nouveau site web, donc une entreprise qui vient de naître, ou une refonte de site web. Là. On sait qu'après quelques années, parfois, surtout lorsque notre site a été mis de côté ou abandonné, une refonte est nécessaire. Donc, on accompagne nos clients, puis ce qui nous... Vraiment, notre spécialité, notre expertise, c'est le SEO, donc le référencement naturel. Donc, on s'assure que peu importe le contexte, notre client, on ne veut pas qu'il perde de positionnement sur Google. Au contraire, on souhaite qu'il en gagne. Donc, on peut également accompagner nos clients avec le référencement naturel. Donc, tout ça, là, c'est ce qu'on fait au quotidien. On est également impliqué au niveau de la loi 25, depuis les dernières années, avec cette nouvelle loi au Québec qui est la protection des renseignements personnels. Donc, on est là aussi pour nos clients pour conformer leur site web. Donc, c'est ça. Ce qui tourne autour du site, on est présent. Bon, et là, je voulais parler un petit peu avec toi aujourd'hui parce que nous-mêmes, on va avoir à vivre le tout dans les prochaines semaines, les prochains mois sur la migration de notre nouveau site Internet. Parle-nous un petit peu des erreurs que des entreprises peuvent faire et comment qu'on peut les éviter parce qu'effectivement, tu l'as bien mentionné, on ne veut pas perdre notre référencement sur Google. On veut bien entendu pas perdre tout notre trafic. On ne veut pas qu'ils se retrouvent avec plein d'erreurs, page 404 sur notre site Internet également. C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois et comment qu'on peut les éviter? Bien, souvent, là, ce qu'on voit, c'est quand même excitant, un site web. Okay? Il y a des aspects de design. On va faire une photo, on va faire une séance photo, on va renouveler. C'est le fun. Fait que les clients s'emballent et sont contents. Bon, c'est un investissement pour l'entreprise. On veut que ça soit bien fait. Donc, souvent, on va voir un peu les clients qui ont, puis nous, on le fait, on les accompagne au niveau stratégique. Parce que une refonte peut avoir beaucoup de répercussions. Tu l'as dit. Des erreurs 404, des liens brisés. Lorsqu'on fait une refonte de site web, il y a des clients qui me disent « Mon site sort super bien, mais il est laid. On n'y a pas touché depuis 10 ans. C'est notre ancien logo. Écoute, nos cartes d'affaires sont plus à jour que notre site web. OK, ouais, là, il y a un problème. On va procéder à une refonte. » Mais ce que j'ai déjà vu, des clients venaient vers nous. Là, le site est super beau, mais il ne sort plus sur Google. Fait que là, tu as comme 4,30 sous pour une pièce. Tu as échangé un problème pour un autre problème, finalement. Donc, de faire une analyse stratégique de la situation du site web, des besoins, analyser ses statistiques, voir réellement qu'est-ce qu'on a besoin de refondre au niveau du site. Est-ce que c'est les visuels? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la vitesse de chargement? Est-ce que c'est l'accessibilité? On parle beaucoup d'accessibilité depuis les dernières années, la version responsive. Donc, toutes ces choses-là, c'est quoi le besoin profond derrière la refonte? Est-ce que c'est juste une amélioration visuelle ou vraiment il y a autre chose? Est-ce que les textes sont à changer? Est-ce qu'on veut aussi traduire le site? C'est le bon moment de se pencher sur à quoi nous sert le site. C'est quoi cet outil-là dans notre entreprise qui n'est pas juste une vitrine, hein, c'est un outil de travail, un site web, un outil qui peut apporter beaucoup de jobs. En plus, avec la loi 25, bien, c'est sûr de conformer votre site. Là, honnêtement, dans un contexte de refonte, si votre site n'est pas encore conforme à la loi 25 et que vous continuez à récolter des données sans le consentement, c'est un gros non. Il faut procéder de ce côté-là aussi.
Est-ce qu'il y a des clients qui se sont fait taper sur les doigts, ou du moins des gens qui sont venus vers vous qui se sont fait taper sur les doigts? Est-ce que ça arrive jusqu'à maintenant ou pas? Pas encore. Il n'y a pas eu de situation. On s'attend à ce qu'il y en ait, c'est certain, mais pas pour le moment. Pas encore. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se conformer. C'est un peu comme notre comportement sur la route. On le sait qu'il n'y a pas nécessairement des radars partout ou des policiers partout, mais on ajuste notre conduite. On fait la même chose pour les sites web. Et amène-nous peut-être dans un cas client que tu aurais eu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que vous avez eu à faire cette fameuse migration-là. Comment vous y prenez? C'est quoi les premières étapes que vous regardez avec un client? Disons demain matin qu'on a à travailler ensemble, ce serait quoi les premières choses qu'on regarde quand on veut bien faire la migration? La première chose, c'est un crawl du site web. Donc, on va scanner toutes les pages du site pour voir qu'est-ce qui est indexé dans Google puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis récemment, on a fait justement, on a migré 2 sites ensemble. Donc, c'est une institution, une fédération de professionnels au Québec dans le domaine de l'éducation qui nous a approchés pour, justement, il y avait 2 sites. Un site pour les étudiants internationaux et un site pour les étudiants du Québec. Puis, ils se sont dit, jusqu'à présent, ça nous servait, mais là, on se rend compte, 2 sites à entretenir, c'est peut-être pas pertinent. Écoute, puis là, justement, on les a aidés dans l'analyse à voir, tu sais, des fois, d'où vient le besoin? Est-ce que c'est un réel besoin? On a identifié que oui. Et on a donc migré ces 2 sites-là en un seul. Donc, il fallait vraiment voir comment étaient bâtis les 2 sites. Et donc, on sort toutes les pages qui sont indexées, donc un crawl qu'on appelle. Et des fois, des pages, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il peut y en avoir des milliers. Donc, juste ça, cette analyse de se dire, chaque page, est-ce qu'on la garde? Si on la garde, on la garde dans son intégralité ou est-ce qu'on change les contenus? Et là, dans un contexte, comme je te dis, où on a migré, on a pris 2 sites qu'on a mis en un, là, il fallait voir est-ce qu'il y a de la duplication? Y a-t-il des choses? C'est la mission de l'organisation, est-ce qu'elle est à 2 ou 3 endroits? Donc, il y avait quand même une analyse de fond au niveau du contenu à faire et du contenant. Donc, ça, c'est vraiment la première étape qu'on fait là, en tout temps. Donc, on scanne les pages, on comprend l'idée, on comprend l'importance de tout ça. Qu'est-ce qui se met en place ensuite? Mais ensuite, c'est justement, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une réécriture, donc réécrire les contenus? C'est le moment de le faire. Donc, on peut procéder à une analyse. Bon, encore une fois, je reviens beaucoup sur les statistiques. Allez voir vos statistiques dans Google Analytics. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des pages qui sont plus consultées? Est-ce qu'il y a des pages qui sont plus intéressantes au niveau des conversions? Puis commencer par ces pages-là. Parce qu'il y a peut-être des pages qui sont existantes sur le site, qui ne sont pas énormément consultées, puis c'est plus des pages qu'on appelle des pages orphelines. On va peut-être, oui, sont là, sont importantes, elles doivent rester sur le site, mais c'est peut-être pas les premières auxquelles on va, auxquelles on va s'attarder pour une refonte. Puis bien sûr aussi, tout l'aspect visuel. Donc, c'est sûr qu'on veut que le site corresponde à notre image de marque. Donc, est-ce que les couleurs sont toujours à jour? Est-ce que les photos? Et de grâce, prenez de vraies photos, s'il vous plaît. On laisse faire les photos de Shutterstock, iStock. Bon, là, maintenant, on a l'intelligence artificielle qui nous permet de créer des photos. Mais s'il vous plaît, mettez de l'avant vos équipes, mettez de l'avant votre propre monde, vos vrais clients. On veut voir du vrai monde. Justement, on est tellement comme bombardé de trucs faux. Tu sais, la fameuse photo là, où on voit une fille de côté dans un café en train de taper à l'ordinateur, là, ça pourrait être vous. Pourquoi c'est pas vous qui tapez à l'ordinateur? Tu sais, pourquoi c'est pas vos propres photos? Puis ça, faire une séance photo, ça s'organise, mais ça peut être tellement rentable. Une journée là, de shooting qui pourrait coûter une couple de centaines de piastres ou peut-être 1000 $, mettons, tu peux en faire beaucoup des photos qui vont te servir pour ton site, pour tes réseaux sociaux, puis des photos qui sont réelles, qui vraiment projettent l'image de ton entreprise. Fait que ou de l'organisation. Et tu as mentionné de refaire les contenus, réécrire les contenus. Je me fais un peu l'avocat du diable ici. Ça peut pas être dangereux un petit peu sur l'indexation de nos différentes pages importantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? Comment vous amenez tout ça avec vos clients? C'est super pertinent, en effet, parce que s'il y a des pages qui sortent déjà super bien, on ne va pas y toucher. Hein? Donc, il y a peut-être quelques petites améliorations, mais s'il y a des pages qui sont super bien positionnées dans Google, on ne veut pas justement faire de dégâts. Par contre, celles qui sont moins bien positionnées ou encore des pages de vente qui ne servent pas nécessairement à être positionnées dans les moteurs de recherche, mais qui servent plutôt à de la conversion. Mais là, on va aller plus en copywriting, en rédaction persuasive, où justement, on va vouloir améliorer les taux de conversion et les ventes. Donc, c'est une analyse qui doit se faire page par page. C'est quand même un processus qui est lourd. Puis c'est pour ça, tu sais, des fois, quand on parle à nos clients, ils viennent nous voir, ils disent ça prend combien de temps refaire un site web?
Ben, ça peut prendre 1 mois comme ça peut prendre 1 an. Ça dépend de la quantité de pages, ça dépend de ce qu'il y a à retravailler. De manière générale, là, je rassure les gens, c'est à peu près autour de 3-4 mois. Là. Ça ressemble à ça là, dans l'industrie de manière générale. Mais ça peut être un petit peu plus long, justement, s'il y a de la rédaction, s'il y a des contenus. Mais ta question est super importante parce que, justement, c'est l'analyse en amont qui va nous permettre de faire un plan de match. De dire, bien, ce contenu-là, peut-être qu'on ne y touche pas parce qu'il sort super bien. C'est juste au niveau visuel qu'on a besoin d'améliorer des choses. Effectivement. Tu as parlé d'un point que je trouve intéressant, l'intelligence artificielle ici, dans un contexte un petit peu de moteur de recherche, de SEO. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à aborder avec vos clients? Absolument. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, OK. Parle-nous un peu de ça. Comment vous voyez le tout et comment ça se met en place? Oui, bien absolument, parce que c'est de plus en plus, il y a des gens qui vont aller dans, comme on connaît bien, ceux qui utilisent ChatGPT, il y a maintenant ChatGPT Search où ça peut carrément être notre moteur de recherche. On peut le connecter avec une application Chrome pour ceux qui utilisent Chrome. À chaque fois qu'ils font une recherche, c'est plus Google, c'est ChatGPT Search. Il y a Perplexity, il y en existe d'autres qui nous permettent justement de même pas avoir, on n'a même plus besoin d'aller sur le site web en question, parce que l'intelligence artificielle Google le fait déjà un peu, là. Le virage AI de Google n'a pas été le plus grand succès, là, vraiment, vraiment pas. Ils sont en train de se reprendre. Mais on n'a même plus besoin d'aller sur le site web parce que l'intelligence artificielle va remancher, va nous faire un descriptif de 3-4 sites différents. Par contre, lorsqu'on est... Puis ça dépend beaucoup... Ça dépend beaucoup où se situe votre prospect au niveau de la pyramide de conscience, au niveau de sa situation. Au début de la pyramide de conscience, votre problème, la pyramide de Eugene Schwartz, qu'on utilise beaucoup en marketing, la personne ne connaît même pas son problème. Donc, elle n'est pas encore consciente de la solution, puis elle est encore moins consciente que c'est vous qui possédez la solution. Par exemple, la personne a mal à une épaule, elle ne sait pas que c'est parce qu'elle s'est blessée dans tel contexte, puis que finalement, ça serait un physiothérapeute qui serait utile ou un ostéopathe ou peu importe. Et c'est plus ces recherches-là qu'on va faire en termes dans des outils d'intelligence artificielle. Parce qu'après, évidemment, on va vouloir prendre le téléphone, appeler, prendre un rendez-vous ou encore prendre un rendez-vous en ligne avec un professionnel. Là, je donne l'exemple du physiothérapeute. Donc, c'est pas exactement au même moment, en tout cas de ce qu'on voit jusqu'à présent, que la personne utilise, que l'internaute va utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT ou Google. C'est des recherches où l'intention de recherche est super claire. Tu sais, je cherche un café, je cherche un Tim Hortons, je vais aller dans Google puis je vais activer la map. Je ne passerai pas par Search GPT pour ça. Fait que ça dépend vraiment qu'est-ce que la personne recherche, mais il faut absolument que les entreprises s'en préoccupent parce que ça s'en vient là, de plus en plus. Ouais. Et comment vous travaillez avec ça? Comment vous êtes capable, là, dans le pratico-pratique, d'aider quelqu'un à structurer son site web pour peut-être ultimement faire en sorte d'apparaître dans un prompt GPT? Comment on met ça en place? C'est toujours par l'analyse des mots-clés. Donc, qu'est-ce que les gens cherchent? Parce que peu importe, même s'ils cherchent dans Google ou ils cherchent dans l'intelligence artificielle, c'est juste que l'intelligence artificielle va remarcher après l'information. Mais on va aller voir. Tu sais, moi, je dis toujours, si tu veux sortir sur Google, va sur Google et tape le mot-clé sur lequel tu veux sortir et regarde des résultats. Et fais une analyse de ce top 10 de résultats-là, puis demande-toi comment tu peux réussir à sortir en utilisant le mot-clé, mais analyse chacun des sites pour voir comment il est bâti. Il y a combien de mots sur cette page-là? Est-ce que c'est un site qui est à contenu? Est-ce que c'est un site plutôt... Pose-toi différentes questions. Fais la même chose dans ChatGPT. Tape-le ton mot-clé dans Search. Tu sais, des fois, les gens, ils se mettent pas assez souvent, ils connaissent leur persona, quoique certains ne le connaissent pas super bien, mais ils se mettent pas dans leur peau. Mets-toi dans la peau de ton persona, puis ouvre-le, ChatGPT, puis tape-le, puis regarde qu'est-ce qui sort, puis essaye émets des hypothèses que tu vas appliquer, qui, on souhaite, vont fonctionner. Si elles ne fonctionnent pas, émets d'autres hypothèses, etc., etc. Mais c'est sûr que, tu sais, là, on est en mars, là, au moment où on enregistre, toi et moi, le podcast. Il y a eu une grosse mise à jour, je pense, le 13 mars, mi-mars, dans Google. Encore une fois, une espèce de chaos complet où j'ai des clients qui ont vu une diminution parce qu'il y a une stabilisation qui doit se faire suite à une mise à jour de l'algorithme de Google. Donc, tu sais, quand on pense qu'on commence à comprendre ce qui se passe, il y a une mise à jour. Donc, tu sais, ça bouge énormément. Mais, c'est ça. Est-ce que vous voyez beaucoup de changements avec les sites de vos clients sur
peut-être une baisse de trafic organique qui bifurque davantage peut-être sur d'autres types d'outils d'intelligence artificielle ou pas encore? Et ça dépend des industries, ça dépend. Tu sais, je pourrais pas te dire, je vois pas une tendance nécessairement. Ça fluctue en fonction des industries, ça fluctue en fonction de beaucoup, beaucoup de critères. On peut pas les appliquer uniquement, en tout cas, juste à l'intelligence artificielle, mais il faut garder les yeux ouverts, il faut continuer à s'informer, autant nous, les agences, bien sûr, mais que les clients. Tu sais, quand les réseaux sociaux sont arrivés, puis que les clients faisaient encore de la publicité dans les journaux ou faisaient de la publicité sur les autobus ou bon, du traditionnel ou des relations publiques traditionnelles, il a fallu qu'ils ajustent leur stratégie avec les réseaux sociaux. Là, on fait la même chose avec l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'on est déjà bien préparé parce que ça a été le changement avec les réseaux sociaux. Tu sais, ceux qui ont connu le avant, là, ceux qui ont eu une business avant les réseaux sociaux, le changement a été majeur. Là, je pense que oui, il est majeur, mais on est quand même bien préparé avec les outils qui sont déjà implantés au quotidien là, dans les entreprises. Qu'est-ce qui est indispensable, selon ce que tu vois de ton côté en ce moment sur les sites web en 2025 comparativement à ce qu'on pouvait voir peut-être en 2015-2017? Ça peut paraître simple et simpliste comme question, mais il y a des tendances, il y a des nouvelles choses qui s'installent. Donc, l'exemple qui me vient souvent en tête, c'est un blog. Un blog, on s'est toujours fait dire depuis 10 ans de ça l'importance de bâtir un blog. Je pense que ça reste quelque chose d'important aujourd'hui, certes, sauf que de plus en plus, il y a beaucoup d'organisations qui bâtissent leur contenu de manière un peu différente, que ce soit des chaînes YouTube, que ce soit des podcasts ou quoi que ce soit. Est-ce que des tendances, des nouveautés que vous voyez qui sont indispensables en 2025 qui n'étaient peut-être pas il y a 5-10 ans de cela? Je ne sais pas nécessairement, mais je vais le prendre d'un autre angle, ta question, mais super pertinente. Mais moi, je dirais... Surtout, là, oui, les tendances, c'est important, mais faites ce que vous aimez en termes de contenu, produisez du contenu. Ça, c'est clair. Que ce soit via, tu l'as dit, chaîne YouTube, qu'on peut venir embedder dans nos pages sur notre site web. Donc, c'est-à-dire que les vidéos, on peut venir carrément les mettre. Mettons, on fait un article de blog, puis à la toute fin, au milieu, il y a une vidéo, puis c'est une vidéo dans laquelle tu parles du propos de l'article, mais plus en profondeur ou dans un langage plus parlé. Mais je dirais, le contenu que vous produisez du contenu que vous aimez. Si la vidéo, vous haïssez ça, regarde, à un moment donné, là, si ça te donne des boutons puis que tu n'es pas capable puis qu'à chaque jour, tu broyes ta vie, si l'écrit, c'est mieux, vas-y, fais et aussi ce qui va assurer une certaine pérennité. Est-ce que tu vas continuer? Parce que ton blog, s'il dure 3 mois, je t'aurais dit, prends ces 3 mois-là puis mets-le ailleurs, mets de la pub Facebook, mets autre chose. Mais oui, le blog est encore super pertinent. Encore une fois, je reviens à la pyramide de conscience. Quelqu'un qui n'est pas très conscient de son problème, encore moins de la solution, va rechercher de l'information et non pas il n'est pas prêt à se faire vendre quelque chose, à se faire rentrer de quoi dans la gorge, achète mon produit, achète mon service. Mais je te dirais, au niveau des tendances, l'intelligence artificielle, évidemment, revient constamment, mais un essentiel pour le site web, je te dirais, de rester constant, mais dans des contenus qui vous plaisent, et dans lesquels vous êtes bon aussi. Là. Ouais. Bon, le contenu, ça reste quelque chose, peu importe. Oui. Intelligence artificielle, pas intelligence artificielle, on a besoin de contenu et ça va continuellement être une des manières de nous faire connaître le plus possible. Ça, c'est inévitable. Oui. Voyez quoi, vous, un peu pour la suite? Qu'est-ce que vous prévoyez avec vos clients dans les 12-24 prochains mois? Quoi que tout ça ressemble un peu dans votre viseur? Tu veux dire en termes de croissance ou en termes de. Je te dirais peut-être des tendances surtout. Les tendances surtout que vous voyez peut-être sur ce que vous allez faire avec vos clients, site web, SEO, etc. C'est sûr qu'on est beaucoup, beaucoup dans des refontes parce que c'est bien rare des entreprises qui n'ont pas de site web, à moins que ce soit des entreprises naissantes. Là. Oui. Donc, tu sais, quand on parle de refonte, on parle à peu près 10 ans. Là, c'est un bon guideline. Quand ton site a 10 ans, puis surtout si tu ne l'as pas énormément. S'il n'a pas donné beaucoup d'amour, là c'est souvent ça qui est à prévoir. Mais je te dirais, ce qui s'en vient, beaucoup de refonte de sites web, beaucoup, encore de blogs, de création de contenu à valeur ajoutée pour les moteurs de recherche pour l'intelligence artificielle. Donc, ça ressemble pas mal à ça, de notre côté. Puis, si on parle un petit peu de protection des données. On a parlé un peu de loi C25 plutôt. Comment une personne qui bâtit un site Internet aujourd'hui doit structurer le tout pour être en adéquation avec les lois et s'assurer qu'il n'y a pas de souci ici? Tout à fait. Un site web récolte du data, récolte des données de différentes manières, soit via des formulaires de contact. Là, on en est très conscient, on demande carrément des informations aux gens.
soit via des cookies, des petits témoins qui sont déposés sur nos navigateurs. On s'en rend pas compte, mais tu sais, quand tu reviens sur un site web et que tu vois que tes coordonnées sont déjà rentrées, ton numéro de téléphone et tout ça est déjà prêt, ben c'est parce que l'information a été enregistrée dans ton navigateur et le comportement de l'utilisateur aussi est traqué. Et dans le cadre de la loi 25 au Québec, ben c'est une loi en fait qui vient moderniser une loi qui existait quand même depuis un bon moment. Tu sais, la protection des données, ça date pas d'hier. Mais là, avec le web, avec la quantité de données qui sont récoltées, les entreprises doivent conformer leur entreprise à cette loi-là. Et ben, la loi va beaucoup plus large que juste le site web. Nous, c'est sûr, chez PF Communication, on s'intéresse au site web, mais la protection des données, c'est dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, autant les données de tes employés, les données des clients à l'interne, name it. Mais le site web doit être protégé dans ce qu'on appelle justement les cookies. On ne peut plus envoyer du data à Meta, à Google, à tous ces géants du numérique sans demander le consentement. Puis moi, un outil que j'adore, que j'utilise, que j'implante chez tous mes clients, c'est Acceptio, qui est un outil français, mais qui s'est super bien implanté au Québec. Il y a vraiment il y a beaucoup d'agences comme la mienne qui l'utilisent, puis de clients, où cet outil-là, lorsqu'on l'installe sur le site web, c'est une bannière qui permet de demander le consentement aux gens s'ils souhaitent ou non qu'on récolte les cookies et donc justement qu'on track leur comportement. Puis je fais souvent le parallèle, je ne sais pas si à l'époque, avant la loi C-28, qui est la loi canadienne au niveau anti-pourriel. À l'époque, j'ai fait ça et je m'en confesse, j'abonnais des gens à l'infolette de mes clients. Okay? J'ai déjà fait ça, peux-tu croire, ça fait plus de 10 ans, sans demander la permission. Imagine aujourd'hui si ça pouvait encore être possible. Imagine, ça serait un bordel juste incroyable. Nos boîtes courriels ça serait dégueulasse. Okay? C'est le mot qui me vient. Ça serait complètement horrible. Ben, c'est la même chose avec les cookies. C'est la même chose avec notre comportement sur Internet. Les gens sont de plus en plus conscients. Tu vas sur le site de Rona, je dis Rona, Canadian Tire, peu importe. Par la suite, tu vas sur tes réseaux sociaux, tu vois de la publicité. Ben, c'est parce qu'ils t'ont traqué. Et à l'époque, on n'avait pas besoin de demander le consentement. Maintenant, on a besoin de le faire. Les entreprises ont besoin de le faire. Et c'est via le petit pop-up, justement. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est un chapeau de plus pour les entreprises à avoir une responsabilité supplémentaire, mais qui est, je crois, essentielle pour protéger les gens, protéger leurs données, comme ça a été fait avec la loi C-28 il y a plusieurs années de ça, là, au niveau des courriels. Donc, si vous n'avez pas mis en place toute la structure au niveau de votre site Internet, vous savez ce que vous devez faire, vous savez à qui vous devez parler également. Pour terminer, peut-être, Patricia, si on veut en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, le meilleur endroit pour vous rejoindre. Oui, ben notre site web, justement, on a un beau formulaire donc de qualification. Donc, justement, ceux qui ont envie de travailler avec nous pour nous demander une soumission ou pour poser des questions, pour vous orienter, tout simplement. Donc, puis ça, c'est un bel exemple que je montre justement aux clients pour dire comment le site web peut être un bel outil de travail. Donc, justement, de centraliser l'information que les gens qui veulent entrer en contact avec vous, vous envoyez toujours le même formulaire, tout rentre au même endroit dans votre CRM. Et ça vous simplifie énormément la vie. Donc, sur le patriciafiliatro.com /nouveau projet, mais c'est assez facile à trouver sur notre site web. Sinon, via mes réseaux sociaux aussi, là, je suis quand même très accessible. Donc, Patricia Filiatro, principalement, je me suis comme brandée sous mon propre nom plutôt que sous le nom de l'agence parce que justement, je fais aussi beaucoup de choses autour, j'enseigne beaucoup. Donc voilà. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Patricia, merci beaucoup. Très instructif aujourd'hui, la discussion et les informations que tu nous as partagées. Je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.